Chaque année depuis 2005, des milliers de personnes parcourent durant 3 jours les 80 km qui relient Nezouk à Potocari en commémoration des victimes du massacre de Srebrenica. Parmi eux, de nombreux Bosniaques établis en Suisse ont fait le déplacement. Après toutes ces années en Suisse, on perd un peu ce sentiment. On n'arrive pas vraiment à imaginer ce que c'est, mais quand on vient ici et puis qu'on fait la marche, ça n'a vraiment rien à voir et puis il y a vraiment quelque chose, quoi. On est passé par le tracé original, donc où il y avait les premières embuscades, où ils ont essayé de se regrouper, où c'est qu'ils ont eu beaucoup de pertes, beaucoup de morts. Psychologiquement, dur aussi, mais il y a beaucoup d'émotions en fait dans la marche et on est vraiment dans la situation avec les gens, on se soutient, etc. J'essaie de me souvenir aussi, le tracé que j'ai fait, je l'ai fait pendant la nuit. Ça m'aide aussi psychiquement et psychologiquement de me libérer. La marche se termine au mémorial de Potocari, où chaque année se rendent des milliers de personnes pour rendre hommage aux victimes du génocide et enterrer les nouveaux corps encore régulièrement retrouvés et identifiés. Avec plus de 8000 morts, majoritairement des civils, le massacre de Srebrenica est considéré comme le plus grand génocide en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le plus grand nettoyage ethnique lié à la guerre qui se déroule en ex-Yougoslavie. C'est ainsi que le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, a qualifié aujourd'hui les opérations de déportation. Ils sont arrivés ici après la chute de Srebrenica. 30 000 personnes qui espéraient trouver asile auprès des casques bleus hollandais. Hélas, ils ont dû vite déchanter. En juillet 1995, l'ONU quitte la zone sécurisée de Srebrenica et laisse le champ libre aux forces armées serbes qui attaquent la ville, forçant 14 000 hommes à fuir dans la forêt. Plus de la moitié seront tués. Ce génocide est le point culminant de la guerre de Bosnie-Herzégovine, qui explose dans le sillage de la désintégration de la Yougoslavie. Le conflit oppose des Serbes orthodoxes, des Croates catholiques et des Bosniaques musulmans. Pendant la guerre, Almedina Pašić est étudiante. Elle vit avec ses parents et ses sœurs à Srebrenica. 24 ans plus tard, les souvenirs sont toujours vifs. Le 13 juillet, à 16h30, ils ont demandé à toutes les personnes de sortir et mon père devait venir avec nous. Il y avait une colonne de bus sur le côté droit. Les hommes étaient séparés des enfants et des femmes. À ce moment-là, j'ai vu sur mon père une grande peur, car il savait qu'il allait mourir. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon père, qui était parmi les plus âgés, que j'avais le meilleur papa du monde. Qu'il ne s'inquiète pas. Mais depuis ce 13 juillet, à 16h30, je ne l'ai plus jamais revu. À qui pardonner quand personne ne demande pardon? Ils disent encore que cela ne s'est pas passé. Habitant de Pobuje, dans les montagnes de la région de Srebrenica, Muisin Omerovic est un survivant du massacre. Dans mon village, on était 120 hommes. Et puis nous, on avait seulement 5 fusils Kalachnikov et puis on avait 10 fusils de chasse. Et quand Srebrenica est shooté à la main de Serbe, j'avais 21 ans et je suis resté 2 mois dans la forêt. On me chassait 2 mois en fait. Puis je dormais entre les cadavres et tout ça. Cette période, en fait, a décidé toute ma vie après. Malgré la fin de la guerre, la situation reste très difficile en Bosnie. En 2001, Muisin Omerovic se réfugie en Suisse avec sa famille. Je suis parti en Suisse. C'est que c'était la première fois, après la guerre, que je me sentais en sécurité. Mais vous imaginez, moi, j'ai vécu pendant 4 ans là-bas, et toujours dans une incertitude. Et ça t'a tué. Il y a beaucoup de gens qui sont expulsés par la force. Moi, j'ai accepté de retourner.
Ma maman, elle a pleuré, elle a dit non, n'emporte pas tes enfants là-bas. Après tout ça, ce que tu as vécu à Srebrenica et tout ça, tu les ramènes à la mort. Puis bon, nous sommes retournés ici. Nous sommes recommencés de reconstruire notre maison. On n'avait pas ni salle de bain, ni cuisine, ni rien. Donc on était retournés 100 ans en arrière. Mais si je suis resté en Suisse, pour moi, ça, on n'avait pas de sens. Le vrai sens, je l'ai retrouvé ici. Ici, en Bosnie, et puis dans tout cet combat que je fais pour ma pays. Ça, c'est bien parce que je travaille à la municipalité, je m'occupe toute la journée, je suis assis, je change mes habits et puis simplement je sors avec les chèvres dans la nature et ça me relaxe. Et ça, c'est l'amour. Tu sais, chaque animal, ils sentent l'amour, si tu les aimes ou pas. Ils pourront être des kilomètres d'ici, là, que je les appelle, elles arrivent. Il y a 25 ans, les accords de Dayton divisent le territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine en deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui regroupe les Bosniaques et les Croates, et la République serbe de Bosnie. À Pobuje, bien que bosniaque, Muisin Omerovic se retrouve sous administration serbe. Je dis souvent, nous n'avons pas de problème avec les Serbes, nous avons un problème avec le système qui s'appelle Republika Srpska. Par exemple, le système d'éducation, il ne connaît pas les Bosniaques, Croates, les Gitans, les Juifs. C'est seulement le serbe. C'est l'histoire serbe, la langue serbe, la culture, la musique, rien d'autre. Au sein de la société civile, des mains se tendent pourtant entre Serbes et Bosniaques, à l'image de l'association Sara Srebrenica, cofondée par Valentina Gagic-Lazic, serbe de Bosnie. Croyez-moi, je ne remarque plus l'appartenance ethnique des gens que je rencontre. Et les rapports entre les habitants en général sont harmonieux. Je dois dire que ça a commencé spontanément lors du retour des Bosniaques sur cette zone de la République serbe après la guerre. Et c'est aussi grâce au travail des organisations non gouvernementales. Il y a assez de place pour nous tous ici dans ce pays. Nous sommes petit pays, petit peuple. Malheureusement, le système qui existe aujourd'hui, on handicape tous les peuples. Par exemple, les plus grandes entreprises ici en République Srpska, l'électricité, les télécommunications, la poste, il y a seulement Serbes qui travaillent. Pour les enfants, c'est très difficile à l'école parce qu'ils ne peuvent pas étudier leur langue maternelle, le bosniaque. Ils ne peuvent pas étudier l'histoire récente du conflit. Nous avons encore ce problème d'identité ici en Bosnie, qui est profondément ancré. Je pense que ça crée des divisions. Je pense que c'est une question politique et que les politiciens, avec un peu de volonté, pourraient régler ça. Je dis à mes enfants de finir l'école secondaire et de partir. Ils ne voient pas l'avenir. On ne voit rien. Vous imaginez le système d'éducation tout à fait détruit, dégradé à tel point que vous pouvez acheter des diplômes. Vous imaginez. Moi, je vais rester ici, mais j'ai perdu tous les arguments de garder mes enfants ici. Nema vas, nema vas, nema vas, tražim vas, tražim vas, tražim vas, gdje god krenem vidim vas. Bonjour, c'est Miridic. Bonjour. Vous êtes suisse d'origine bosniaque, vous êtes secrétaire de l'Association culturelle bosniaque de Genève. Alors la marche que l'on a vue dans ce reportage, vous n'y avez pas participé. En revanche, vous avez déjà été présent pour les commémorations du massacre de Srebrenica à Potocari, il y a 2 ans, je crois. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous étiez sur place à ce moment-là ?
C'était effectivement un moment très émouvant pour moi de pouvoir être sur un lieu qui est pour les Bosniaques un lieu historique, se retrouver avec la délégation suisse au milieu de 30 000 personnes et plus de 8 000 tombes qui dans un silence pesant, ça réveille malheureusement des souvenirs. J'étais très jeune quand j'ai quitté le pays, j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas voir tout ce qui se passait autour de moi. Mais ces images que j'ai vues là résonnaient véritablement et concordaient les discours que j'ai entendus, que ce soit de la part de mon père, de mon grand-père, des oncles. Vraiment un moment très fort en émotion. Oui, vous êtes venu très jeune, effectivement, en Suisse. Vous aviez 18 mois, je crois, quand vos parents ont fui la guerre. Aujourd'hui, quel est votre attachement à la Bosnie? Quel est votre lien? Je garde malgré tout un attachement très très fort avec mon pays d'origine. Je tiens à ne pas oublier d'où je viens. C'est l'éducation que j'ai reçue et j'en suis très fier. Je tiens juste à corriger en fait une petite chose. Je suis venu avec ma mère ici à Genève. Mon père n'est venu que 2 ans après. Donc le lien avec la Bosnie est encore plus profond dans le sens où j'ai de la famille qui est là-bas, notamment le frère de mon père, ma grand-mère paternelle, beaucoup de cousins, ma famille aussi du côté de ma femme est à Sarajevo. Donc je ne peux garder qu'un lien profond avec mon pays d'origine. Mais votre père vous a rejoint parce que mon père était prisonnier de guerre dans les prisons serbes en Bosnie. J'accueille aussi Jean-Arnaud Derens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Et alors, je cite le livre que vous avez publié l'année dernière avec Laurent Gélin. Ça s'intitule « Là où se mêlent les eaux des Balkans au Caucase, dans l'Europe des confins », c'est paru aux éditions La Découverte. On voit l'attachement que les Bosniaques conservent avec leur pays d'origine, ceux qui sont arrivés en Suisse très jeunes également. Ce moment de commémoration à Potocari, quelle importance pour la communauté bosniaque aujourd'hui? Alors, c'est un moment, bien sûr, d'émotion, de souvenir. C'est aussi, comment dirais-je, Srebrenica est quelque chose d'exceptionnel dans l'ensemble des guerres yougoslaves. C'est le seul épisode de ces guerres yougoslaves, je parle de la guerre de Bosnie-Herzégovine, de la guerre de Croatie et de la guerre du Kosovo, c'est le seul épisode pour lequel les juristes internationaux ont reconnu la catégorie de génocide, qui est un mot dangereux dont il ne faut surtout pas abuser, mais c'est important parce qu'à Srebrenica, il s'est effectivement passé quelque chose d'exceptionnel qui ne s'est pas produit ailleurs. Il y a eu d'autres drames, d'autres massacres, d'autres tragédies en Bosnie-Herzégovine ou ailleurs, mais Srebrenica est exceptionnel et c'est très important de le rappeler. Donc bien évidemment, il y a une mémoire qui s'ancre autour de ces commémorations de Potocari, qui dépasse très largement la Bosnie-Herzégovine. Par exemple, chaque année à Potocari, j'ai envie de le rappeler, il y a par exemple des féministes serbes, les femmes en noir de Belgrade, qui depuis le début des commémorations viennent chaque année pour rappeler que la tragédie, le crime qui a été commis à Srebrenica est un crime qui met au défi, je dirais, l'ensemble des gens qui vivaient dans ce pays qu'était la Yougoslavie. De ce point de vue-là, Srebrenica, c'est bien évidemment la souffrance des gens de Srebrenica, des Bosniaques, mais c'est quelque chose qui va bien au-delà. Oui, et c'est vrai que dans ce reportage, on accompagne des Bosniaques sur ce chemin-là, mais effectivement, il y a les autres communautés dans ce conflit serbo-croate. Est-ce qu'il y a des moments de commémoration aussi comment est-ce que la mémoire du conflit est vécue par ces autres communautés? J'ai envie de vous répondre de 2 manières. La dernière fois où j'ai été aux commémorations, j'étais avec des amis roms et on a fait pas toute la marche, mais en tout cas, là, on est descendu jusqu'à Potocari avec le drapeau rome, puisque les Roms sont aussi des victimes trop souvent oubliées de ces guerres yougoslaves. Après, sur le fond, non, malheureusement, il n'y a toujours pas d'histoire commune. Et ça, c'est un terrible problème. Aujourd'hui, c'est ce que disait une des intervenantes, les gamins à l'école apprennent des histoires totalement différentes en fédération, en Republika Srpska, et même au sein de la fédération, selon que le canton est à majorité croate ou bosniaque. Il n'y a pas de programmes communs, de programmes scolaires communs. Même au niveau de la recherche historique, les choses restent encore très divisées, même si, bien évidemment, il y a des historiens, des intellectuels, des 3 communautés qui veulent travailler ensemble. Mais les politiciens, qu'ils soient serbes, croates ou bosniaques, jouent toujours la carte de la division,
qui est pour le coup, pour ces politiciens, ce qui leur permet de rester en place. Oui. Donc dans ces conditions-là, il n'y a bien sûr toujours pas de mémoire commune, d'écriture commune de l'histoire, même si, il faut le rappeler, beaucoup de gens se révoltent contre ce système. Par exemple, depuis 2 ou 3 ans, les lycéens de Jajce, une petite ville de Bosnie centrale, pas très très loin de Srebrenica, enfin vraiment au milieu de la Bosnie-Herzégovine, une petite ville qui pour le coup, elle, est surtout divisée entre croates et bosniaques. Et il y avait 2 lycées, enfin sous le même toit, il y avait 2 systèmes éducatifs séparés qui cohabitaient. Et les lycéens, les gamins croates et bosniaques ont manifesté pour dire on veut étudier ensemble. Donc les choses, là aussi, sont pas figées en Bosnie-Herzégovine. Alors, mais c'est quelque chose dont Muhsin Omerovic, le personnage qui est dans le reportage, parle. Effectivement, c'est cette difficulté à pouvoir apprendre sa langue, à pouvoir apprendre son histoire. Muhsin, pourtant, il fait partie des rares personnes qui ont décidé de rentrer au pays. Semir Edic, vous, est-ce que vous pourriez envisager un jour d'aller vivre en Bosnie? Personnellement, ma vie est ici. Ma vie est ici, j'ai construit ma vie ici, j'ai fait mes études ici, j'ai de la chance d'avoir l'ensemble de ma famille ici. J'ai ce sentiment de sécurité à Genève que je ne retrouve pas en Bosnie. Bien sûr, chaque année, tant que je le pourrai, j'irai en vacances. J'ai un fils qui est né en Suisse, avec le passeport suisse. Il ira aussi, j'espère, avec moi le plus longtemps possible en Bosnie. Mais actuellement, dans la situation dans laquelle se trouve mon pays, et de par l'expérience que j'ai vécue 6 mois là-bas au sein de l'ambassade de Suisse, je suis conforté dans, comme monsieur le dit, dans la corruption latente, qu'elle soit du côté serbe, croate ou bosniaque. C'est vraiment un pays j'ai l'impression que le peuple est otage de l'État. L'État qui est représenté par ces politiciens qui, depuis 25 ans, malheureusement, ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir être au sommet, au détriment de la population qui vit dans le pays. Mais vous le dites, effectivement, vous avez passé 6 mois sur place parce que vous avez fait des études en relations internationales et vous avez fait votre master, quelque part, voilà, vous avez pu réaliser votre travail de master sur place en Bosnie au sein de l'ambassade de Suisse en Bosnie, c'est juste. Et votre master, il portait sur un projet bien particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire Tout à deux fait. mots? J'ai fait un master en études européennes. Et comme son nom l'indique, j'ai étudié l'Union européenne dans sa pluridisciplinarité. Et la devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité ». Et je suis venu à l'idée, en fait, grâce à M. Saint-Ouen, mon professeur au master, d'aller en Bosnie, déjà pour retrouver mon pays, puisque je n'y ai jamais vécu à proprement dit. Je passais 2-3 semaines de vacances grand maximum. Et j'ai eu l'occasion, en fait, d'être le premier stagiaire universitaire à l'ambassade de Sarajevo, à savoir que jusqu'à moi, personne n'a eu l'idée en fait de faire son stage là-bas, malgré la grande diaspora des Bosniaques à Genève. Et j'ai eu comme projet, vu que je suis fan de football, d'unir en fait les enfants, puisque moi je pense que pour les politiciens, pour les adultes, il n'est jamais trop tard, mais c'est avec les enfants qu'il faut travailler. Je suis allé à Jajce avec l'ambassadrice et l'exemple de l'école de Jajce, c'est vraiment frappant, où on se rend compte que quand on veut, on peut. Et donc, vous avez créé une équipe de foot? Non, j'ai fait un tournoi. J'ai fait un tournoi dans mon village d'origine. Ça avait une connotation émotionnelle pour moi. Je l'ai fait le 5 août en hommage à mon père. C'est l'anniversaire de mon père, le 5 août. La journée la plus chaude de l'été, malheureusement. Et du coup, j'ai réuni 100 enfants de 5 à 18 ans, de communautés diverses, serbes, croates, roms. J'ai pas oublié aussi les juifs, qui sont malheureusement très souvent oubliés. Je les ai fait venir dans mon village d'origine, en République serbe. Je les ai mélangés. J'ai créé 10 équipes avec des enfants de tout âge confondus. Et on a fait un tournoi de foot. Et j'ai voulu montrer qu'à travers le sport, les valeurs émises par le sport, au final, qu'on s'appelle Semir, Zoran ou Darko, le but est le même. Et le sport peut unir. Et la preuve en est que ça a marché. Gérard Derain, est-ce qu'effectivement, c'est sur des initiatives de ce type qu'on peut compter dans un pays où, vous le dites l'un et l'autre, les institutions ont l'air d'avoir beaucoup de mal à se réformer? Comme le disait Semir, ça fait tout de même 25 ans que la guerre est terminée. Enfin, ça fera 25 ans dans un an, fin 2020. Ça fait 25 ans qu'on a les mêmes partis politiques au pouvoir, souvent les mêmes personnages, les mêmes figures politiques, qui accaparent tout le pays, qui ont pris un pays et ses citoyens en otage. Alors ensuite, effectivement, il y a en Bosnie-Herzégovine une société civile assez extraordinaire qui a une capacité de résilience hors norme. Des gens qui, effectivement, ont vécu les choses les plus douloureuses
et qui vont malgré tout continuer à s'entraider entre voisins serbes et bosniaques, à boire le café ensemble, s'ils ont l'occasion de se rencontrer, parce qu'une des principales conséquences de la guerre a été de séparer les gens. Donc bien sûr, il y a toutes ces petites initiatives, mais qui existent et qui sont importantes. Le problème, c'est que ça ne permet pas au pays de changer parce que les institutions sont totalement verrouillées par cette machine infernale qu'on appelle les accords de Dayton. Alors, pour le coup, les accords de Dayton ont mis fin à la guerre et c'était leur fonction première, sauf que c'est une machine infernale parce on savait très bien que les institutions qui étaient créées en 1995 n'étaient pas tenables et qu'il allait falloir les réformer. Mais en même temps, on a donné la clé de la réforme à ces partis nationalistes qui n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent. Du coup, depuis 25 ans ou 24 ans, on parle en permanence de réformer Dayton. C'est juste totalement impossible. Parce que ceux qui sont en mesure de le faire, ces politiciens, n'y ont aucun intérêt. Mais c'est quoi l'alternative alors? Alors l'alternative, ça serait de sortir de ce cadre-là. Je ne sais pas comment. J'ai tout de même envie de rappeler un moment qui est important. En 2014, en février 2014, à Tuzla, puis après ça s'est étendu à tout le pays, les citoyens se sont révoltés. C'est parti au départ d'entreprises privatisées de manière crapuleuse, où les gens n'étaient pas payés, n'avaient pas touché leur salaire. Et puis ensuite, les revendications se sont élargies à dénoncer la corruption, à dénoncer cette élite politicienne. Ce mouvement, il a réuni notamment des Bosniaques et des Croates. Du côté de la Republika Srpska, du côté des Serbes, là on a mis un glacis. Les dirigeants de Republika Srpska ont tout fait pour que la contagion ne gagne pas leur entité. Mais enfin, les gens, il y avait aussi des Serbes malgré tout un petit peu vivant en fédération, qui ont également défilé. Et les gens disaient, non, le nationalisme, ça ne nous donne pas à manger. On veut plus de nationalisme, on veut autre chose. Quelle était la réaction des Occidentaux, notamment de l'Union européenne? Elle a dit qu'il y avait un danger pour la stabilité de la Bosnie-Herzégovine. Parce que la stabilité telle qu'elle est conçue, elle est assurée par ces politiciens. Mais c'est une stabilité qui, en réalité, c'est le maintien du statu quo. C'est la rigor cadaveris, c'est rien d'autre. Mais effectivement, rien ne bouge. Et quand les choses pouvaient bouger, là, aussitôt, on a eu peur de ce qui pouvait se passer. Et la première réaction du haut représentant international a été de demander un renfort des troupes internationales qui sont toujours présentes dans le pays. Il n'y a pas grand monde pour venir en aide à la population de Bosnie-Herzégovine aujourd'hui. Vous avez fait des études européennes, Semir Edic, là l'Europe n'a pas l'air d'être d'un grand secours non plus. Disons que du point de vue des Bosniaques, il y a une grande animosité envers ce qui est maintenant l'Union européenne. Déception, je dirais, si vous me le permettez. Si vous voulez déception, le terme peut-être plus adéquat. Mais vous le dites, animosité. Je maintiens animosité dans le sens où on est à 1h30 de Sarajevo, de Genève. Oui. Personne n'a rien fait. On a attendu le massacre de Srebrenica pour se réveiller. L'ONU, la présence... alors bien sûr, l'ONU est là pour maintenir la paix. On envoie des casques bleus pour maintenir la paix dans un pays où il n'y a pas de paix. Donc, à mon sens, la communauté internationale, l'Europe, s'est trompée. Et depuis 1995, la Bosnie paye les pots cassés de tout ce qui s'est passé. Et il est très très dur maintenant de pouvoir avancer, puisqu'on se retrouve avec des politiciens qui sont là depuis 25 ans, on avait jusqu'à l'autre jour Milorad Dodik, qui était le président représentant de la présidence de Bosnie, qui ne reconnaît pas le pays duquel il est président. C'est très difficile. On se retrouve à Srebrenica avec un président, le problème n'est pas qu'il soit serbe, mais c'est un président un maire, pardon, qui dit qu'il n'y a pas eu de génocide à Srebrenica, alors que le tribunal l'a dit. Le tribunal l'a dit. Donc c'est vrai qu'il y a un travail de fond à faire, mais c'est un travail qui, à mon avis, est très difficile et c'est pas demain la veille qu'on verra un futur changement, malheureusement. Mais on voit que la situation est verrouillée sur place. J'ai envie de vous demander à vous, qui êtes membre de la diaspora, quel rôle peuvent jouer les Bosniaques, enfin les habitants de Bosnie-Herzégovine qui aujourd'hui sont ailleurs, dans d'autres pays d'Europe, les Bosniaques, mais aussi les Serbes, les Croates, pour créer des ponts entre les communautés et peut-être déverrouiller ce système? Alors, je dirais que notre rôle peut être important, mais les principaux acteurs des réformes possibles, ce sont surtout des personnes qui sont là-bas. C'est-à-dire que bien souvent, la diaspora ne vote pas. Ce n'est pas elle qui élit les futurs présidents. Donc le travail doit être fait dans le pays. Après, bien sûr, il y a un pont qui existe entre la diaspora, qu'elle soit de Genève, d'Allemagne ou de n'importe quel pays dans le monde. Il y a un lien qui est très fort, que ce soit avec des flux d'argent, des personnes qui tiennent à construire des maisons. Donc on est peut-être
c'est pas le terme, on n'est pas des exemples, mais on est des personnes en qui des personnes qui sont là-bas peuvent voir des personnes prêtes à les aider. Mais est-ce que vous, à Genève, vous avez des contacts avec des Serbes et Croates de Bosnie? Alors, ou pas tellement? Au niveau personnel ou Oui, enfin, vous êtes membre de cette association Alors, culturelle. l'association culturelle que je représente ici, c'est une association qui n'est pas du tout financée par la Bosnie, encore moins par la Suisse. C'est une association qui est ouverte, donc bien sûr, on travaille sur des thèmes riches et variés, que ce soit la religion, la culture, l'humanitaire. Donc, on n'est pas fermé, on est ouvert, que ce soit aux Suisses, aux Serbes, aux Croates. Et la définition même du bosniaque, notre capitale, c'est Sarajevo, on parle de Jérusalem d'Europe. Enfin, donc, notre nature, c'est de vivre avec les autres. On n'a rien contre les autres, on est ouvert et l'association travaille dans ce sens. Jean-Arnaud Derens, vous êtes d'accord? C'est effectivement sur place que des choses peuvent changer. Finalement, les membres de la diaspora ne peuvent pas changer le système. Bien sûr, je partage ce constat. J'ajouterais une petite note quand même pas très optimiste, qui est que de toute façon, il y a aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine de moins en moins de gens, d'habitants. Oui, c'est ce que dit Mouzine dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure. Les gens s'en vont parce que les gens ne voient pas la possibilité de construire leur vie dans leur pays. C'est important de dire que, pardon, je vous coupe, 70% des jeunes ont voient l'avenir en dehors du pays. Que ce soit des personnes avec des études ou sans, ils veulent quitter le pays. Bien sûr, et j'ajouterais un mot par rapport à ça. Ceux qui partent, c'est souvent des gens plutôt jeunes. Alors c'est des familles entières qui partent, c'est des couples avec leurs enfants qui s'en vont. On n'est pas sur des schémas traditionnels d'émigration où c'est plutôt les jeunes hommes qui partent à l'étranger dans l'idée de gagner un petit peu d'argent pour aider leur famille. Là, c'est un départ a priori sans retour parce que les gens ont supporté ce qu'ils ont supporté durant la guerre, durant les 24 ans d'après-guerre, et se disent, mais voilà, on ne veut pas que nos enfants vivent dans cette insécurité psychologique, sociale, je ne parle pas de la guerre ou de violence armée, cette insécurité créée par le système que nous avons connu. Et ces gens qui partent, qu'ils soient diplômés de l'enseignement supérieur ou qu'ils aient juste un bon boulot, des compétences techniques, ce sont les gens qui pourraient aussi faire changer le système. Et pour le coup, les politiciens, qu'ils soient serbes, bosniaques ou croates, sont très contents de voir ces gens partir. D'une part, ça fait baisser artificiellement les chiffres du chômage, ça réduit un petit peu la pression sociale, et puis ce sont les gens qui pourraient être les premiers à voter pour un changement qui s'en vont. Alors, un changement qu'on ne verra pas de sitôt à vous entendre, messieurs, mais je vous remercie. Je vous remercie quand même d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.